invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. La balie, tande koma la balie. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien dans votre émission Union, l'émission produite par le ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur sous la houlette de son visionnaire que nous avons cité, le révérend pasteur Florimond Lombo. Eh bien, ce matin, ça dépend, peut-être que vous nous suivez le soir, du lieu où vous nous suivez, nous disons que nous venons encore une fois chez vous avec un thème intitulé l'importance du mariage civil et son implication sur le régime matrimonial. Et pour cela, je reçois un serviteur de Dieu qui a double casquette. Il est serviteur de Dieu, il est pasteur et en même temps, il est avocat. Je vous appelle maître ou pasteur? Le deux, je pense que ça ne pose pas de problème. Alors, bonjour pasteur, maître Bernard Louzanga-Koya. Bonjour, cher pasteur. Bien. Voilà, donc c'est avec lui que nous allons devoir traiter ce thème et vu son importance, il parlera tantôt comme pasteur, tantôt comme avocat. Et je signale en passant qu'il est avocat au barreau près de la Cour d'appel de Haut-Katanga. Bien. Alors, révérend pasteur, voici les thèmes, je les répète à l'attention des bien-aimés qui nous suivent. L'importance du mariage civil et son implication sur les régimes matrimoniaux. Est-ce que vous êtes à l'aise pour que nous puissions partager ces thèmes? Oui, je me sens très à l'aise. Merci pour la parole d'abord. Oui. Merci également pour l'invitation que vous m'avez faite. C'est une marque d'honneur. Je pense bien que je suis très à l'aise du fait que je suis pasteur, parce que le mariage, c'est une question qui tire ses origines dans la pensée de Dieu, mais aussi en tant qu'avocat, parce que c'est une institution qui est aussi gardée, protégée par l'État. Très bien. Je suis également heureux de vous avoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bien. D'emblée, pasteur, quelle est la motivation ou l'intérêt, si vous voulez bien, de ce sujet sur l'importance du mariage civil et son implication sur les régimes matrimoniaux? Je pense que le sujet en son pesant d'or, parce que la question du mariage, c'est une question essentielle de la vie et d'une société. Pour qu'une société soit en harmonie, je pense que le mariage, qui est une institution de base, doit être bien compris par le public, mais aussi la question des régimes, c'est une question aussi très, très importante dans le cadre du foyer, du couple, mais aussi avec son implication dans la vie d'une manière générale. Donc je pense que c'est un sujet très, très important, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute la population. Merci beaucoup, pasteur. En lisant le thème, je trouve qu'il y a certains concepts clés qui méritent d'être définis afin d'éclairer la lanterne de tous ces bien-aimés qui nous suivent pour que nous puissions cheminer correctement ensemble avec eux. Je trouve ici, d'emblée, il y a le mariage, l'importance du mariage civil. Bon, le mariage civil est différent du mariage militaire, s'il en existe, je ne sais pas. Pourquoi on appelle le fait mariage civil? Bon, ce qui est vrai, le mariage, c'est une institution qui est définie par la loi, par le Code de la famille, dans son article 330, où le mariage civil
Je précise bien parce que vous avez parlé de mariage civil ou mariage militaire. Si ça existe, parce que je sais que généralement, quand on parle de civil, du côté on voit... Non, civil, ici, entendu, un acte citoyen. C'est ce qu'il faut plus comprendre. C'est pourquoi l'article 330 du Code de la famille définit le mariage civil comme étant un acte civil, un acte public, solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés à aucun lien, ni l'un ni l'autre, un lien précédent de mariage, et qui se décident, qui établissent une union durable, une union légale, dont les conditions sont déterminées par la loi. Donc c'est ça pratiquement la définition que le législateur donne du mariage civil. Tandis que le régime matrimonial, c'est... Oui, c'est aussi un autre concept qui valait la peine d'être aussi défini. Oui, le régime matrimonial, est-ce qu'on peut entendre par là? Le régime matrimonial, c'est le régime juridique de biens des époux. En d'autres termes, c'est l'ensemble de règles qui déterminent la gestion du patrimoine des époux pendant le mariage et même après. Et sinon, rien. Il y a toujours, tout homme a un patrimoine. Dans le patrimoine, il y a tout. Il y a tous les éléments dans un patrimoine. Bien, voilà. Au fait, merci. Parce que là, je pense que nous sommes tous fixés. Et alors, pasteur, dites-nous, il y a combien de formes de mariage? Comme on a parlé du mariage civil, notamment il doit y avoir aussi notre forme ou d'autres formes de mariage qui viennent compléter celles que nous avons annoncées tout à l'heure, le mariage civil. Est-ce qu'il y en a d'autres ou bien c'est juste le mariage civil? Oui, parce que je parle de mariage comme un acte civil, c'est-à-dire un acte de citoyen qui est déterminé par la loi. Et je ne voudrais pas non plus dire ce que la loi n'a pas dit. La loi parle du mariage civil et la loi parle du mariage célébré en famille. Mais je sais que dans le langage courant, on parle aussi du mariage religieux. Et en réalité, la loi n'entend rien de ces mariages-là. La loi entend protéger, ou l'État entend protéger les mariages civils. Et ces mariages civils, il peut être célébré en famille, mais il faut l'enregistrer dans les 30 jours qui suivent. Comme aussi, il peut directement être célébré et enregistré par l'officier de l'état civil. Voilà, c'est ça le mariage. Donc nous retenons qu'il y a le mariage civil, il y a le mariage entre guillemets, parce qu'en fait, même pas entre guillemets, parce que là vous avez cette double casquette, non? Il y a le mariage religieux, mais moi j'aurais bien voulu au fait qu'on parle de mariage chrétien. Comme il y a plusieurs religions, mais nous en tant que chrétiens, je pense que c'est le mariage chrétien qui peut nous intéresser. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Si je dois répondre en tant que professionnel du droit, je dirais que c'est le mariage civil qui est le mariage reconnu par l'État. Mais nous, mais au-delà de ces mariages civils, il y a aussi la dot, qu'on appelle généralement le mariage coutumier, ou la dot. C'est ce que j'ai appelé le mariage célébré en famille. Donc, il s'arrête juste là. Mais bref, pour que le public comprenne, c'est la dot qui se fait selon les coutumes de la femme. C'est ce que nous appelons généralement mariage coutumier. Mais le législateur entend l'appeler mariage célébré en famille. C'est-à-dire la remise des bâtons. Merci, pasteur. En fait, dans le sujet tel que nous l'avons présenté, il y a également le régime matrimonial que vous avez déjà défini. Bon, il y a combien de sortes de régimes matrimoniaux que la loi a prévu pour la gestion des mariages? Bon, c'est ce que je dis. Le régime, je l'ai dit, c'est un ensemble de règles qui déterminent comment seront gérés les patrimoines de deux époux. Et dans cet ensemble de règles, on répartit 3 sortes de régimes. Lesquels? Le premier régime, nous prenons le régime de la communauté universelle de biens. C'est-à-dire tous les biens de deux partenaires, de l'homme et de la femme, les biens acquis avant le mariage et les biens acquis pendant le mariage font un fourre-tout, c'est-à-dire un ensemble pour les deux partenaires. Communauté universelle.
Mais il y a aussi le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire nés ensemble que les biens qu'on va acquérir pendant le mariage. Mais les biens que chacun des partenaires vient avec dans le mariage, ce sont des biens propres à lui. Et le troisième régime, c'est le régime de séparation de biens. Ici, chaque partenaire, il vient avec ses biens et il gère ses biens comme des biens personnels. Mais aussi, dans les effets de ces régimes, les fruits de biens propres peuvent servir à la gestion du ménage. Ok. J'aimerais que nos bien-aimés qui nous suivent comprennent très bien. Lorsque le pasteur parle de partenaires, il dit chaque partenaire vient, là nous sommes dans le dernier régime qu'il a développé, séparation des biens, où chaque partenaire garde ses biens. Cela signifie, ce ne sont pas des partenaires comme en affaires. En fait, il s'agit ici des époux, de l'homme et de la femme. Donc l'homme amène ses biens, ce sont ses biens propres qu'il gère, et la femme aussi, ses biens propres. Mais au fait, dans ces trois régimes matrimoniaux, prenons le cas de la séparation des biens, dont la femme peut gérer ses biens comme elle l'entend. Oui, ce sont ses biens propres. Oui. Il les gère, mais les fruits peuvent servir au charbon. Elle peut poser certains actes sans autorisation de son mari. Ce sont ses biens propres. Elle peut céder la maison, il peut vendre. Il peut céder, c'est son bien personnel. Ok. Il D'accord. peut céder comme il veut. Alors, merci, on est fixé là-dessus. Cependant, à vous entendre parler, vous avez attiré ma curiosité quelque part. À qui revient les choix d'un régime? J'ai là deux hypothèses. Avant le mariage et pendant le mariage. Lorsque les jeunes gens se présentent, ils doivent se marier. À qui revient le droit ou le choix de choisir l'un ou l'autre mode de gestion du mariage, c'est-à-dire l'un ou l'autre régime matrimonial. Ou alors, lorsqu'ils sont déjà mariés, est-ce qu'on peut, pendant qu'on s'était marié sans avoir choisi, on peut choisir aussi si on veut régulariser son mariage? Oui, bon, là vous avez deux questions. Voilà pourquoi j'ai dit deux hypothèses. Oui. Oui, avant et pendant qu'on est déjà. La première question, vous posez qui peut choisir le régime. Oui. Alors là, je dirais, sur le plan doctrinal, on définit également le régime matrimonial comme étant un contrat de mariage. Si je parle du contrat de mariage, j'entends une convention. Et quand j'entends une convention, entendons consentement des parties. Donc, les deux parties doivent se convenir. Donc, il n'appartient pas au mari de choisir ou à la femme. Mais c'est une concertation. Les deux doivent choisir et se mettre d'accord sur le régime qu'ils vont adopter. Donc, le choix, c'est de deux. Les deux époux doivent choisir ensemble et se mettre d'accord sur le régime. Et là, c'est après être en fait, enseigné. Certainement. Comme nous le disons ici. Et c'est une façon d'enseigner aussi tous ces jeunes gens qui aspirent au mariage, de comprendre qu'il y a trois régimes matrimoniaux. Et là, vous avez développé chaque régime en commençant par la communauté universelle, qui mettent le tout ensemble, et puis communauté réduite aux acquis. Il faudra que tous les bien-aimés qui nous suivent, vraiment, même si vous avez des questions à poser, vous connaissez les numéros. Même après l'émission, vous pouvez toujours appeler. Donc, il faut que ceux qui choisissent puissent être enseignés. C'est ce que nous faisons ici, en ayant invité un homme de Dieu, en même temps avocat aussi. Alors, révérend pasteur, il y a encore une question qui me vient à l'esprit. Nous allons revenir à la question importante. Mais j'aimerais d'abord dire que nous puissions d'abord déblayer les chemins. Alors, pasteur, est-ce que la loi permet d'échanger les régimes au cours du mariage? Je pense que c'était votre deuxième question. Si pendant qu'on avait déjà choisi un régime ou on n'avait pas choisi un régime, pendant le mariage, est-ce que les époux peuvent changer de régime? Voilà. Oui, la loi autorise aux époux de changer
des régimes, mais une seule fois. Ils ont la possibilité de changer de régime et qui peut se faire aussi de manière concertée. Donc les deux partenaires, les deux époux s'entendent pour dire « j'aimerais que nous voulons changer de régime et quel est le régime que nous estimons le mieux pour notre mariage ?» Et là, les deux partenaires peuvent changer de régime. Mais il peut aussi arriver que l'un des époux prend l'initiative du changement des régimes. Et face à cette option du changement, l'autre époux refuse. À ce moment-là, la loi l'autorise de saisir le tribunal de paix. Il peut saisir le tribunal et présenter la motivation qu'il a à vouloir changer le régime. Et là, le tribunal va apprécier ces motifs et peut ordonner qu'il y ait un changement de régime pendant le mariage. Et notamment, vous pouvez donner un cas concret qui peut pousser un couple à changer de régime tout au long du mariage. Ça peut être une mauvaise gestion de biens communs ou les acquis de l'un qui paraissent beaucoup plus très élevés pendant que l'autre en abuse dans la gestion. Et il peut estimer que non, moi j'apporte plus dans le mariage, mais j'estime que l'autre n'a pas il ne comprend pas que c'est pour l'intérêt, alors je préfère qu'on sépare les régimes. Donc il peut arriver aussi. Ok. Alors, pasteur, je pense que ce matin je vais vous tirer tous les verres du nez. Il y a une question qui me revient souvent, c'est-à-dire vous trouvez des jeunes fiancés qui ont vraiment cette curiosité de savoir est-ce que les chrétiens peuvent choisir le troisième régime, c'est-à-dire la séparation des biens. Bon, il n'y a rien de chrétien ou pas, mais c'est juste une question de choix par rapport à ce que chacun a. Mais vous comprendrez que notre société, c'est dans la plupart des cas, on s'est marié, on n'a rien. Et il n'y a pas de raison de faire la séparation de biens. Dès l'instant qu'on vient, on a juste une fourchette, une cuillère dans le mariage. Mais dans le milieu plus occidental, vous comprendrez que quelqu'un s'est marié, mais il a beaucoup de biens dans son patrimoine. Alors, il voudrait garder ses biens propres à lui. Et dans la plupart, ils prennent le régime de séparation de biens. Mais ici, chez nous, on se marie, on n'a rien. C'est comme ça que dans la plupart, choisissent le régime de communauté universelle. C'est-à-dire, on vient, on n'a rien, on va acquérir tous ensemble et on va vivre ensemble. Donc c'est peut-être aussi une culture propre à nous. Oui. Mais il n'est pas interdit qu'ils choisissent la séparation de biens dès le départ. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Donc voilà, C'est les pas un amis péché. jeunes fiancés, vous avez suivi. Vous qui nous posez souvent des questions, est-ce que les chrétiens peuvent choisir la séparation? Oui. En fait, il n'y a rien de mal, ce n'est qu'un choix. Que les couples, n'est-ce pas, estiment que nous pouvons choisir la séparation de biens. Donc il n'y a pas de péché. Je vis une fois un parrainé mariage à la commune, et les jeunes gens qu'on parrainait, bon, à la commune on est témoins, et lorsque le bourgmestre a dit, les couples a choisi comme régime matrimonial la séparation de biens, j'ai entendu des bruits, des murmures dans la salle. Donc ce n'est qu'un mode de gestion de son foyer, et ça n'a rien à voir avec le péché. Mais ce qui est aussi vrai dans ces régimes, c'est pas parce qu'on est dans la séparation de biens qu'on va laisser un déséquilibre dans la gestion du ménage. Ou qu'on doit vivre séparés dans le ménage. C'est les biens. Oui. En fait, on est unis pas pour les biens, on est unis pour vivre ensemble, avoir une même destinée. Oui. Donc, c'est possible qu'on choisisse un régime de séparation. Mais le fruit des différents biens en propre peuvent couvrir les charges du ménage. Bon, je pense que vous ne m'avez pas tiré une question de mes lèvres parce que ça brûlait déjà. Lorsqu'un couple, parce que là nous sommes dans la séparation de biens, lorsqu'un couple qui avait choisi comme régime matrimonial la séparation de biens, mais il s'est fait que les deux travaillent, l'homme travaille, la femme travaille. Alors, du fruit de ce travail-là, ils construisent une maison. Maintenant, ma question. Au nom de qui on mettra le titre? Oui, parce que là, le fruit
de l'un comme de l'autre, mis ensemble, produit un bien. C'est un bien commun. Ce bien sera en copropriété. C'est-à-dire c'est un bien qui aura deux propriétaires. Et parce que peut-être c'est là qu'on arrivera. Le grand problème des régimes, ce n'est pas seulement pendant qu'on est dans les mariages, c'est plus à la fin du mariage. Lors de la liquidation du régime matrimonial. Voilà. Donc, non. Lors du décès de l'un des époux, Oui, c'est là qu'on pose la question sur le régime. Ouais. Lors du divorce, c'est là qu'on pose la question des régimes. Alors, si les deux qui étaient dans une séparation de biens ont consenti produire un bien commun, ce bien sera en copropriété. Et donc, ça sera le bien de deux. Même dans la gestion, le fruit sera partagé ou alors, à la séparation, ça doit être séparé proportionnellement à la contribution de chacun pour l'acquisition de ces biens communs. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur l'importance du mariage civil et son implication sur les régimes matrimoniaux. Jusque-là, nous sommes en train d'abord de développer le terrain et la grande question, bientôt là, le pasteur, notre invité, répondra à la question. Mais laissez-moi d'abord le temps de laver, comme on dit au fait, les cerveaux sur de toutes questions qui se posent par-ci par-là. J'ai une autre préoccupation, pasteur. Après avoir choisi comme régime matrimonial la communauté universelle, la communauté des biens réduite aux accueils. Ok? Alors, et plus tard, le père de la femme arrive à décéder. Et en décédant, il a laissé des biens à sa fille. Ce n'est pas une fille comme une petite fille dans sa maison, mais c'est déjà une dame qui est mariée. Le père a laissé les biens à sa femme, notamment, enfin pas sa femme, mais à sa fille, notamment, de maisons, de véhicules, de comptes en banque, etc., etc. Alors, la question qui se pose maintenant, quel sera maintenant le sort de ces biens-là? Parce qu'eux, ils avaient déjà choisi la communauté de biens réduite aux accueils. Maintenant, le père de la femme, quand il est décédé, il a laissé des biens, et ces biens-là reviennent à la femme. Quel sera le sort de ce bien? Parce que le régime choisi était la communauté réduite aux accueils. Ce sera comment? Oui, bon, le régime des communautés des biens réduits aux accueils veut que ce que chacun des époux avait avant le mariage lui revient en propre. Donc ce sont ses biens personnels. Mais tout ce qu'on va acquérir pendant qu'on est déjà unis dans les liens de mariage, tous ces biens sont des biens communs. Alors, dans les cas que vous... Même si ce sont des biens qui proviennent de l'héritage. C'est là que votre question, c'est là que je reviens. Exact. Et l'héritage s'ouvre à partir du moment du décès d'un parent. Mais pendant que les parents sont en vie, ils sont propriétaires de leurs biens. C'est à leur mort que les biens passent des parents vers les enfants qu'on appelle les héritiers. Alors, dans pareille circonstance, une fille qui est héritière de son père pendant qu'elle est déjà dans le lien de mariage, c'est à ce moment-là qu'elle va acquérir les biens. Donc, il n'y a pas d'acquisition de biens en termes d'héritage sans mort du propriétaire. Donc, c'est la mort du père qui détermine le passage du bien du père vers l'enfant qui est héritier ou héritière. Alors, une telle femme devient héritière pendant qu'elle est dans les mariages. Donc, ce sont des biens acquis pendant les mariages. Et ces biens tombent dans la gestion commune. Donc, centre dans la communauté réduite aux acquis. Donc, ça ne sera pas ces biens propres, bien que ça vienne de son héritage, mais lequel héritage commence pendant que le mariage est déjà en train de sortir ses effets. Donc, elle ne dira pas, ce sont des biens que mon père m'a fait laisser. Non. Ça devient des biens communs. Ce sont les biens que le père m'a légués ou le père... Non, pas légués, parce que s'il avait légué avant, c'est différent. Oui, mais ici, c'est l'héritage qui s'ouvre, la succession qui s'ouvre pendant que vous êtes déjà marié dans un régime de communauté réduite aux actes. C'est-à-dire que vous venez d'acquérir.
Et ces biens sont les biens. Forment la communauté. Voilà, entrent dans la communauté. Bien, nous allons bientôt là aborder la grande question, mais cependant, si les couples ne s'étaient limités qu'au mariage, appelons coutumier, c'est-à-dire qu'on avait seulement doté, ils ont commencé à vivre ensemble, et le mariage n'était ni enregistré ni célébré à la commune, et que les maris mouraient, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la loi, comme je l'ai dit, l'article 330, oui, prévoit que le mariage célébré en famille, ou en d'autres termes, on appelle mariage coutumier, ou la remise de la dot, que ces mariages soient enregistrés à l'état civil dans les 30 jours qui suivent. Oui. Donc, c'est là que beaucoup ne comprennent pas. On attend seulement... L'occasion est là pour qu'ils comprennent. Oui. Oui. On attend seulement un jour avant les mariages civils, non, avant le mariage religieux, appelé ça aux chrétiens. C'est alors qu'on doit aller se présenter à la commune. Non. Aussitôt que vous avez célébré votre mariage, vous pouvez aller, ne fût-ce qu'à l'enregistrer. Cet enregistrement vous donne déjà droit à l'extrait d'acte de mariage. Bien sûr, vous pouvez aussi accepter que ce mariage soit célébré devant l'officier de l'état civil. C'est à ce moment-là qu'il met tous les insignes de solennité et il vous reçoit et il vous déclare marié. Ok. Alors, Mais dans le cas que loi, vous examinez ici, la loi prévoit, l'article 380, prévoit que le mariage qui a été célébré en famille soit enregistré à l'officier, auprès de l'officier de l'état civil. Et à ce moment-là, ce mariage est un mariage légal ou un mariage civil. Il devient mariage civil. Mais si on s'arrête seulement à la remise de la dot ou à la célébration en famille, et on ne fait pas enregistrer ce mariage ne sort ses effets qu'à l'égard des époux et de la famille qui étaient témoins. Et vous voyez les dangers. C'est-à-dire, les autres ne vous considèrent pas comme mariés. tout à fait. Ne vous considèrent pas comme mariés. Mais si vous les faites enregistrer, ce mariage devient opposable à tous. C'est pourquoi il est très important de passer au mariage civil. Parce que peut-être c'est là qu'on reviendra au sujet même. Tout à fait, c'est tout de suite. Donc, pour les cas que nous venions d'avoir de traiter, et il n'y a pas un régime qui sera liquidé. Quand on s'est limité au niveau d'un simple mariage célébré en famille, en d'autres termes, un mariage, une remise de la dot, l'État ne vous protège pas. Or, le régime matrimonial est attaché au mariage civil. Donc, on ne peut pas appliquer à un mort ou à quelqu'un que l'État ne considère pas exister. Et alors, à ce moment-là, les biens qu'ils auraient acquis, ça se gère de manière anarchique. De manière de coutume de toutes les deux familles. Donc, il est important, bien aimé, vous qui jusqu'à présent, pendant que vous suivez cette émission, vous êtes déjà mariés. La dot a été versée, mais le mariage n'est pas encore soit célébré ou enregistré à la commune, devant l'office de l'état civil, faites-le, afin que le mariage soit protégé et qu'il puisse sortir ses effets à l'égard des tiers. Alors, revenons, pasteur Ménard. Après avoir donné le chemin, nous revenons à notre thème central, l'importance du mariage civil et son implication sur le régime matrimonial. Je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup, cher pasteur, pour la parole. Je pense qu'en définissant le mariage civil, il y a des éléments qui sont très importants qu'on doit comprendre. Et c'est là qui fait ressortir même l'importance du mariage civil. Vous voyez, l'article 330 dont je fais allusion dit que c'est un acte civil. C'est-à-dire c'est un acte citoyen dans son rapport avec la société sous le contrôle de l'État. Donc le mariage civil est contrôlé et protégé par l'État par rapport à ses citoyens. Mais nous avons également dit que c'est un acte public. Public ici, c'est pour lui donner un caractère d'opposabilité à tous. C'est pourquoi vous verrez les mariages civils, avant de procéder, on fait la publication des bans. Tout à fait. 2 semaines avant la célébration. Voilà. Nous annonçons qu'il y aura mariage. Si opposition qu'il y a, qui ça s'élève. Et aussitôt qu'il n'y a pas d'opposition à ce mariage, et il est célébré, il est enregistré, ce mariage doit être protégé
Et le public est censé connaître que ces mariages existent et ces effets sortent à l'égard de tous. Ok. Nous avons également dit que c'est un acte solennel. Il est entouré, c'est sacré. Hein, c'est ce qui justifie même la présence d'un agent commis à ces faits. Donc un officier de l'état civil. Donc la solennité consiste à quoi? C'est caractère sacré. Ok. Donc on lui donne un caractère sacré et l'autorité qui représente l'État, il est là. Il donne un caractère vraiment sacré au mariage. Alors, mais c'est là, nous pouvons aussi référer à la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13 qui nous dit que le mariage soit honoré de tous. Tous alors. Moi quand j'entends tous, j'entends ici la société, j'entends la famille, j'entends l'État, j'entends l'Église, j'entends tout le monde doit honorer ce mariage. Donc vous voyez que c'est même la pensée de Dieu. Que le mariage soit quelque chose protégé par l'État. Voilà pourquoi l'État s'inspire de ça pour créer un mécanisme de protection du mariage. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a aussi un terme qui apparaît dans la définition du mariage, c'est une union durable. Donc, dans la pensée du législateur, le mariage, c'est pour toute la vie. C'est toute la vie. Donc, la première pensée du législateur n'envisage pas le divorce. Mais s'il envisage par la suite le divorce, parce que c'est une société humaine, et que le divorce ne peut venir que comme remède. Ne peut être que comme remède. Mais, et pour les cas aussi, les causes prévues par la loi. Oui. Bon, il n'y a pas. Ça, c'est l'ancienne disposition qui pensait beaucoup de causes. À ce jour, il y a une seule cause qui peut entraîner les divorces. La destruction irrémédiable. Destruction irrémédiable. Mais cette destruction irrémédiable peut tirer sa source de différentes causes. Tout à fait. Qui aujourd'hui ne sont pas considérées. Et lorsque le tribunal estime qu'il est impossible que les couples puissent vivre ensemble. Voilà, donc c'est cela. Alors, il y a également un autre élément qui apparaît dans la définition du mariage civil. C'est un lieu de partage d'une destinée commune. Donc, on entend partager sa vie et pour toujours. Et moi, je considère que c'est là même que l'État entend la naissance des enfants. Parce que dans la destinée commune, on peut se rapprocher à ce que dit la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Voilà. Et donc, quand ils sont une seule chair, c'est pour demeurer une seule chair. Et ils partagent une même destinée. Quand on a une seule chair, c'est-à-dire le mal de l'un, c'est le mal de l'autre. La souffrance de l'un, c'est la souffrance de l'autre. Et c'est ça la vie, c'est ça. Vous voyez que même le législateur, je pense, s'inspire de la pensée, de la parole de Dieu. Voilà, donc c'est très important. Donc le mariage est le seul lieu où et Dieu et l'État entendent la naissance des enfants. Bien sûr, ce sont des humains qui peuvent arriver à autre chose. Donc voilà un peu quand nous dégageons tous ces éléments qui apparaissent dans la définition du mariage, nous considérons son importance. Tout à fait. Et l'État va encore plus loin pour mettre certaines dispositions de protection du mariage. Les tribunaux sont là pour stabiliser les mariages. Le tribunal n'est pas là pour encourager les divorces. Le tribunal est là pour tenter comment protéger un mariage qui a été enregistré devant l'officier à l'état civil. Voilà pourquoi avant les divorces, on passe par la chambre de conciliation. Ça n'a pas exemple. Ce sont des dispositions qui sont prises pour décourager les divorces et pour tenter comment consolider les rapports afin de garder le caractère durable de cette union. Tout à fait. Donc c'est ça la pensée du législateur. Alors, d'où même je pouvais dire, c'est là même l'importance du mariage civil. Parce que l'État est là comme garde-fou pour faire appliquer les dispositions utiles au mariage et rendre les deux époux heureux dans une union durable partageant une même destinée, une destinée commune. Donc c'est important le mariage civil. C'est la seule institution, c'est le seul type de mariage que l'État protège. L'État protège. Les restes,
ça peut être concubinage, l'État ne connaît pas. Ça peut être l'homosexualité, l'État ne connaît pas. Parce que l'État parle de l'union d'un homme et d'une femme. Donc vous comprenez. L'État n'entend pas non plus la polygamie. Parce qu'il dit que de cette union, le parti ne doit pas être engagé ni l'un ni l'autre dans un précédent mariage enregistré. Oui, oui. Vous comprenez? Les mariages enregistrés. Donc, même la polygamie, c'est une institution que l'État ne connaît pas. Ça veut dire, en d'autres termes, l'officier de l'État civil ne peut pas célébrer enregistrer deux fois le même mariage. Quelqu'un qui est marié à Kolwezi, il vient à Lubumbashi à mission, il tombe sur une dame et puis il se marie et puis les bourgmestres célèbrent encore le même mariage. Voilà pourquoi le caractère public. Oui. Parce que la publicité permet à tout le monde de dénoncer. Oui. Mais cet homme, on l'a vu se marier à Kolwezi devant l'officier de l'état civil. Oui. Comment il peut encore se marier à une autre femme? Et là, pasteur, je dois appuyer ce que vous venez de dire par un exemple. Nous avons vécu ça à la commune annexe. Et monsieur est venu ici, 6 mois après, il a trouvé une autre dame. Vite, il a précipité de faire le mariage parce que la dame lui avait obligé. Mais l'ami de la dame, là, qui les connaissait depuis Kolwezi, lorsqu'elle a vu les photos affichées pour la publication de rang, elle a appelé son ami, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne vivons plus ensemble. La femme dit non, mais nous sommes toujours ensemble. Mon mari est à Lubumbashi en mission de service. Ça fait déjà plus de 6 mois de cela. Bien que de temps en temps, le week-end, il va à Kolwezi, il revient à Lubumbashi. Bien. Mais le jour du mariage, la femme de Kolwezi, heureusement qu'elle détenait l'acte de mariage délivré par le bourgmestre, elle est venue à Lubumbashi, à la commune annexe. Elle a brandi ça auprès du bourgmestre. C'était à l'époque monsieur, comment il s'appelait, Kaoz Bilmazan, pour ne pas le citer. Et bien, lorsqu'elle a brandi, les messieurs, le jour de la célébration, le bourgmestre a joué vraiment son rôle. Il a appelé les nouveaux couples, mafieux, si je peux l'appeler ainsi, dans son bureau. Et le monsieur a trouvé la femme et les enfants. Et curieusement, les enfants sont allés accueillir papa Yambi. Vous voyez ce que ça fait? Et le mariage n'était pas célébré. Donc, nous décourageons les gens qui procèdent par ces mauvaises pratiques. Donc, un tel mariage ne peut pas être enregistré, mais s'il a été enregistré sans que l'officier de l'état civil en soit informé, l'autre partenaire qui se trouve victime de cette pratique peut saisir la commune, peut saisir le tribunal pour faire annuler ce mariage. C'est un mariage nul. Oui. C'est un mariage nul. Voilà. Donc c'est ça l'importance du mariage civil. C'est très important. Il y a l'article 331 qui garantit le respect, la stabilité du mariage et l'unité du couple par le tribunal. Donc, le tribunal a le pouvoir de garantir le respect, faire respecter les mariés, de faire respecter les règles, les règles qui régissent le mariage. Il doit travailler pour la stabilité également du mariage et l'unité du couple. Ouais. Mais si c'est un mariage qui n'a pas été enregistré, qui n'est pas un mariage civil, le tribunal ne se retrouve pas comme garant pour protéger. L'article 332 également rejette toute autre convention qui n'entre pas dans le cadre du mariage civil. Donc, une relation d'homosexualité, de polygamie, une union libre appelée concubinage, ou à Kinshasa on dit yakatofan. Vous n'êtes pas protégé par l'État. Et l'article 333 également garantit la protection du mariage et lui assure les effets et fixe les droits et les devoirs des époux. C'est une sécurité pour les époux. Oui, oui. Donc les règles du mariage sont définies par l'État. On ne vit pas les mariages comme on vient du village de sa coutume. Dès l'instant que vous vous mariez devant l'État, ce ne sont pas les histoires non kwetu, non. C'est l'État qui détermine. Voilà. C'est l'État qui détermine les règles du jeu. C'est quand même une garantie pour tous les deux partenaires. Parce que si chacun doit venir
avec ce qu'il amène de chez eux. C'est la subjectivité qui va gérer le couple. Tout à fait. Or, il faut rester dans une règle qui régisse tout le monde. Et là, c'est l'objectivité. Ouais. Et le couple peut vivre heureux parce que l'État a tracé les lignes que tout le monde doit suivre pour ne pas tomber dans le piège de coutume ou de piège d'autres pratiques. Donc ça, ce sont des éléments très importants qui donnent plus encore de valeur au mariage civil. Mais aussi, il y a l'article 332 qui parle, c'est une loi impérative, c'est-à-dire on n'y déroge pas. On ne déroge pas aux règles du mariage. Pour quel motif que ce soit. Tout le monde doit obéir à ce que l'État a fixé comme règle dans les mariages. On ne peut pas déroger à cela. Alors c'est quand même très important. Et l'État prévoit des sanctions en cas de violation de ces règles. Donc on peut sanctionner un époux qui a désobéi à une règle. Par exemple, la cohabitation. Par exemple, l'assistance. Et l'homme qui ne donne pas de l'argent à la femme et aux enfants, mais l'épouse peut se plaindre, on va sanctionner. On peut saisir le salaire de l'homme s'il travaille. On peut prendre une décision, son salaire est saisi et on donne à la femme. Pourquoi? Parce que ce sont des règles de protection du mariage. Bon, les choses maintenant, c'est pas pasteur. Ce sont des pratiques, ce sont des choses que nous voyons. Mais jusque-là, il n'y a aucune femme qui sait déjà. Il n'y a aucune femme qui prend le courage d'aller, par exemple, protester contre le mauvais comportement de son mari, qui n'amène pas l'argent, qui n'amène pas le salaire, de peur peut-être que non, voilà, quand même, vous voyez, ça aussi sont des choses à décourager, mais nous ne le disons pas pour entêter les femmes, non, mais c'est de leur droit. C'est un droit qui est légitime et qui est reconnu par l'État congolais. Tout à fait. Bon, moi j'ai eu des cas où les femmes se sont plaintes à la police pour femmes et enfants. Parce qu'un homme n'amenait pas l'argent. Et pourtant, c'est son devoir d'assister. Et on a pris des mesures et les salaires de l'homme étaient divisés et on payait à la femme une partie. Mais c'est un droit. Dès l'instant que tu acceptes le mariage civil, tu dois accepter les règles du jeu. Donc tu ne vas pas vivre comme toi tu entends. Tu dois vivre comme l'État le définit. Et chacun a des devoirs, chacun a des droits dans les mariages. Jusque-là, pasteur, on attend l'implication du mariage civil dans le régime matrimonial. Oui, je disais l'importance du mariage civil également, c'est son implication dans les régimes. Dans les régimes. Avec toutes les sortes, les types de régimes que je viens d'énumérer ici, donc ces régimes ne sont applicables que là où il y a eu mariage civil. Voilà. Donc vous venez dans un foyer, dans une vie conjugale, vous devez savoir comment seront gérés vos biens pendant que vous êtes ensemble et à la fin, qui interviendra soit par le divorce, soit par le décès de l'un de vous. Alors, quel doit être le sort des biens? Et si vous n'avez pas été marié devant l'officier de l'état civil, le mariage civil, donc le régime ne vous est pas applicable. Je connais des cas comme ça où ils ont fait plus de 30 ans ensemble et le papa meurt, la maman n'a droit à rien. Pourquoi? Parce que le papa prend ses biens, il donne aux enfants. Ils n'ont jamais fait un mariage civil. Et la conséquence, c'est quoi? Quel est le régime qu'on va leur appliquer? Voilà. Il n'y a pas de régime. Il faut d'abord qu'ils se... Non, mais quand l'autre meurt, vous n'avez pas le temps de faire enregistrer le mariage avec un mort. Donc c'est une perte d'énergie, une perte d'investissement. Donc il est important. Parce que le régime ne s'applique que dans les mariages civils. Et le régime détermine le sort des époux en ce qui concerne le patrimoine à la fin du mariage. Alors si vous n'avez pas choisi à faire enregistrer votre mariage, on ne vous applique pas le régime et chacun part comme il est venu. Et il y a beaucoup de cas comme ça, c'est malheureux. Parce que nous devons savoir aussi
Le grand problème aujourd'hui dans notre société, c'est une question de succession. Or, là où il n'y a pas eu un mariage civil, donc il se posera un problème de succession. Et quelles sont les règles qu'on va appliquer? Ce sera toujours des conflits dans les familles. Il n'y a pas un régime qui va déterminer. Mais aussi, on réalise que les gens sont des fois, permettez les termes, des fois ignorants de leurs droits. Je connais un cas d'une dame mariée civilement. Ignorant alors que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, la loi est publiée pour que tout le monde sache. C'est ça. Une femme mariée avec son époux, pratiquement l'exemple que vous avez donné, le problème que vous avez posé. Pendant qu'ils sont mariés, ils ont choisi la communauté universelle. Mais ils n'ont rien comme bien. Et pendant leur mariage, le père de l'homme décède. Voilà. Et il laisse beaucoup de biens. Et quand l'homme entend gérer, vendre les biens, les maisons laissées par le père, la femme lève la voix pour dire, mais pourquoi tu vends? Nous avons besoin de garder, ça ne te regarde pas. Ce sont des biens que mon père m'a laissés. Voilà. Et la femme, quand elle entend ça, elle ferme sa bouche et dit, bon, ce sont bien des biens laissés par son père. Non, non, tu as un droit sur ces biens. C'est ça. Parce que ces biens, il les a acquis pendant que vous êtes mariés. C'est ça. Et donc, ça tombe dans les régimes des communautés universelles. Oui. Et donc, d'office, tu as un mot et tu peux t'opposer à de telles ventes. Tu peux gérer ces biens, ensemble, bien sûr, avec toi. Donc, vous voyez des cas comme ça. C'est parce qu'on ne connaît pas ses droits. Alors, il est très important que l'on comprenne que les régimes, c'est ce qui va déterminer tout à la fin ou pendant même le mariage. Alors, si vous n'avez pas fait mariage civil, n'attendez pas qu'on vous applique les régimes. Il y a beaucoup de cas comme ça, de femmes qui se retrouvent 30 ans après le mariage, rien n'a été fait, et la famille de l'homme vient à la fin pour dire non, ce sont des biens laissés par notre frère. Et ils prennent les biens. Tu vas discuter comment? Il n'y a que les enfants qui peuvent réclamer sur base de leur qualité d'héritier de première catégorie. Mais là, cette femme ne va pas se retrouver comme héritier de deuxième catégorie, c'est-à-dire conjoint survivant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette qualité du fait qu'il n'y a pas eu un mariage devant l'autorité de l'État civil. Ouais. Donc ça, c'est très important. On doit comprendre que le mariage civil, c'est une stabilité pendant et après. Le mariage civil, c'est une sécurité pour les époux, pas seulement pour les époux, même pour les enfants. C'est pourquoi les partis doivent connaître, ne fût-ce que c'est que le mariage religieux et ses effets, un mariage plutôt civil, mais aussi connaître les régimes, et c'est l'implication du mariage sur le régime matrimonial. L'implication, c'est qu'il n'y a pas de régime là où il n'y a pas de mariage civil. Voilà, brièvement, il y a certainement d'autres questions qui peuvent être soulevées ça et là, mais la grande question, c'est que l'État ne protège les biens que de ceux qui sont unis civilement. Et en imposant, plutôt pas en imposant, mais en leur donnant le choix d'un régime. Et c'est ce régime qui va gérer leurs biens pendant et après. Ok. Voilà, je vais dans le Seigneur avant de donner le dernier mot à notre invité. Nous comprenons, vous et moi, que le mariage civil a sa place et la première place pour que votre mariage soit protégé et pour que les enfants puissent se retrouver. Donc, l'État ne peut protéger que ce que lui-même a uni. Je pense que c'est ça, pasteur. Oui, c'est qu'il a lui-même a reconnu. Oui, parce que si l'État ne reconnaît pas un mariage, comment voulez-vous qu'il puisse les protéger? Donc ça devient une union libre et du concubinage pur et simple. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous inviter, lorsque vous vous mariez, allez faire inscrire votre mariage auprès des officiers de l'État civil. C'est très important pour que ce mariage soit protégé et qu'il puisse produire des effets, même à l'égard des tiers. Alors, révérend pasteur, je ne sais pas si vous avez, parce que nous sommes presque vers la fin de cette émission,
En guise de conclusion, les derniers mots que vous pouvez donner à nos téléspectateurs. Je pense que, comme conclusion, je pense que le sujet il est très important. On ne sait pas toucher tous les détails en rapport avec les mariages civils ou même avec les régimes. Mais il est important à retenir que la sécurité, c'est tout le monde qui en a besoin. La stabilité, c'est tout le monde qui en a besoin. Et on ne peut pas être unis pour vivre une vie instable ou une vie sans sécurité pour le lendemain. C'est pourquoi il est très important de faire enregistrer son mariage. De faire enregistrer ou de faire un mariage civil. C'est important. Son importance est pendant le mariage et son importance est à la fin du mariage. Parce qu'à la fin du mariage, ça vous donne une qualité. Quelle qualité aurez-vous? Vous aurez la qualité d'héritier de deuxième catégorie. C'est-à-dire, vous serez conjoint survivant avec toutes les conséquences de l'héritage. Vous avez un droit. Mais si votre mariage n'est pas un mariage civil, vous n'aurez pas la qualité de conjoint survivant protégé par l'État. Parce que est-ce que vous ne trouvez pas que le mariage civil, surtout dans nos familles africaines ici, protège beaucoup plus la femme? Non, je ne dirais pas que protège plus la femme. C'est peut-être parce que dans notre société, on a l'impression que n'importe en famille, dans le couple, que l'homme. Oui. C'est ça. Admettons que le couple n'avait pas choisi un régime. La femme travaille, la femme apporte. Mais la famille de l'homme ignore que la présence de tous ces biens ici, il n'y a pas que notre frère qui a apporté, mais c'est aussi la femme. Parce que même une maison, j'ai assisté à, je vais dire, un scandale. Un couple qui vivait harmonieusement très bien, et puis après, bon, ils avaient des biens, ils avaient la maison et tout. Lors du décès du mari, la famille du mari, du défunt mari, de Kouyous, a pris ce luxe-là d'aller chasser la femme de la maison. Mais quelle surprise! La femme leur a dit, mais vous commettez une erreur. C'est ma maison, ce n'est pas la maison de votre frère. Et la femme a brandi le contrat de location. Le titre portait son nom, c'est elle qui avait acheté la maison et leur frère, pour ne pas utiliser l'expression vulgaire ici, les maris, les frères à la famille là-bas n'étaient que mariés. Voilà. Donc vous trouvez que s'il n'y avait pas de mariage civil, peut-être que la famille de l'homme aurait tout simplement chassé la femme. Bon, mais c'est là l'intérêt du mariage civil. Et son implication sur le régime matrimonial. Vous voyez, en pareille circonstance, une femme qui a beaucoup amené dans le foyer, et s'ils étaient sous le régime de la communauté universelle des biens ou la communauté des biens réduite aux acquis, et que la dame vient d'acquérir ses biens pendant le mariage, elle ne peut pas non plus dire que ce sont ses biens propres. Même si les contrats portent son nom. Mais dès l'instant que la date d'acquisition tombe pendant le mariage, ce bien est un bien à partager kiff-kiff avec les mariés. Bon, est-ce que c'est pour autant que la famille de l'homme Non. Hein? C'est là la connaissance. C'est là peut-être les gens s'appuient sur les coutumes et les pratiques des rites qui n'ont rien à voir. En pareille circonstance, tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux. Quand vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquis ou dans la communauté universelle des biens. Qu'est-ce que cela donne comme implication sur le régime? À la mort ou à la séparation des deux, tous ces biens doivent être divisés 50%, 50%. 50% pour le conjoint survivant, 50% pour le décès, les Kouyous, celui qui est décédé, ou 50% pour l'homme, 50% pour la femme en cas de divorce. Tout à fait. En fait, si vous avez des questions à poser, vous en avez sûrement.
parce que nous savons que c'est un sujet très sensible. Vous connaissez le numéro de notre ministère, le 09 970 21 510. Le 09 970 21 510. Vous avez des questions à poser, même après l'émission, vous pouvez toujours nous appeler et vous aurez la réponse. En fait, nous sommes déjà à la fin de l'émission parce que vous êtes déjà en train de conclure. Je vous ai arraché la parole, bien à ce que vous n'avez pas encore dit, que vous voulez bien dire. Oui, la dernière chose que je peux dire, sans être la dernière, Oui. c'est que le mariage civil est très important pour la stabilité de la société, même la stabilité de l'Église. Le mariage civil est très, très important. Et cela donne le droit à un régime. Vous avez dit, quand vous n'avez pas choisi les régimes, pendant que vous faites enregistrer votre mariage, l'État vous impose un régime. Et c'est le régime de la communauté réduite aux acquis, des biens réduits aux acquis. Donc, il est important que le mariage soit un mariage civil et par la suite, vous aurez l'application d'un régime sur votre mariage qui va déterminer le sort de vos biens pendant que vous êtes ensemble ou pendant que vous serez séparés, soit par le divorce, soit par le décès d'un des partenaires. Très bien. Voilà, il ne me reste plus pasteur qu'à vous dire merci. Le thème a été tellement important, mais nous ne pouvons pas terminer sur les Apocalypse seulement dans les quelques minutes que Bonnie Frédéric nous a données. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. L'émission du ministère chrétien international des couples des parfaits bâtisseurs. Recevez ce jour le révérend pasteur Bernard Luzanga, voilà, qui nous a parlé sur le mariage civil et son implication sur les régimes matrimoniaux. Tout a été dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à nous retrouver prochainement dans un autre thème. Et je dis merci ici à notre bien-aimé Bonnie Frédéric Béa qui nous a amenés partout où vous nous avez suivis. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Mon invité principal, Jésus mon